Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur Eden Télévision. Voici le sommaire. Le sténocarpa est une plante qui produit à la fois du haricot et des tubercules. Il pousse dans les collines, notamment à Bante. Vous aurez plus d'informations sur cette plante dans ce journal. Hors des frontières béninoises, large victoire de l'ex-footballeur Georges Weah au second tour de la présidentielle. Ses partisans ont explosé de joie après sa victoire, un scrutin salué pour son déroulement pacifique. Au Nigeria, attentat suicide dans l'état de Borno. On note 6 morts et 13 blessés. Ce sera tout pour les titres. Merci de nous préférer. La lutte pour la sécurité alimentaire est devenue un enjeu pour le continent africain. C'est tout naturellement que cette question était au cœur de la 33e session annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires tenue à Cotonou du 4 au 8 décembre 2017. La même question a été abordée au cours du Malabo-Montpellier Forum de Cotonou. Eh bien, pour les panélistes de ces forums, ces panélistes peuvent se réjouir. Une espèce végétale nutritive longtemps ignorée pourrait permettre des avancées sur la question. Il s'agit d'une légumineuse, le sténocarpa, qui produit à la fois du haricot et des tubercules. Il a fait l'objet d'une étude de recherche. Suivant à présent la substance de cette étude avec le docteur Wilfried Zamenon et le professeur Pierre Dosouyovo. Et dans les langues vernaculaires, en fond, il est appelé Atingicien Ikon, et dans la langue parlée à Bante, il appelle Cissé. Alors c'est une légumineuse qui est gorgée de potentiel nutritionnel et dont la consommation apporte d'énormes éléments nutritionnels, donc renforce énormément la santé. Et ce qui nous a orienté vers cette légumineuse, c'est notamment le caractère ignoré, négligé et donc sous-exploité de cette légumineuse. Il est inadmissible qu'à l'horizon, à l'ère 2017, qu'on parle encore de la malnutrition au niveau du continent africain, de la famine, et que parallèlement à ça, nous puissions considérer encore, nous puissions encore compter au nombre de nos richesses agricoles, des produits agricoles doués de potentiel nutritionnel qui devaient normalement contribuer donc à renforcer la santé de la population. En Afrique, nous usons trop de tabous. Les tabous font partie intégrante de notre culture et puis impactent des fois négativement au bien-être de l'individu social. Le Stenophilus sténocarpa, une plante, une légumineuse qui donne du haricot en haut et en bas, sous la terre, ça produit une tubercule qui ressemble typiquement à la patate douce. Il y a des populations qui consomment ces choses-là pour leur bien-être. Mais pourquoi chez nous, on entoure cela de tabou? C'est une plante de savane, de brousquille qui pousse dans la nature sans un contrôle humain. Mais on peut développer sa culture, on peut l'adapter aux cultures habituelles. On nous avait dit dès le départ que c'est les Nagos qui ont l'habitude de consommer. Alors nous avons dirigé notre investigation vers ces zones-là. Et effectivement, on a retrouvé la plante. Là-bas, nous avons rencontré les paysans qui ont donné leurs explications, leurs approches de la plante. On en a cueilli, on a amené ce haricot. Les tubercules, on n'a pas pu en trouver en dessous. Donc nous nous sommes dit, ça doit être alors un problème de maturité, de saison ou bien quoi. Bon. Mais au Congo, on trouve tout de suite facilement les tubercules en dessous. Donc d'ailleurs, le nom le dit, c'est une plante africaine. Ça a été découvert pour la première fois en Afrique. Ça peut exister sous d'autres cieux dans le monde. Mais pour la première fois, découverte en Afrique, c'est pour cela qu'ils l'ont appelé Africa Yam Beans.
L'année 2017 a été pour le gouvernement du président Patrice Talon une année de réformes politiques et institutionnelles, même économiques, mais ces réformes n'ont pas été tout le temps acceptées par les citoyens béninois. Ces réformes promettent-elles un avenir meilleur pour la population? Certains citoyens se prononcent. Par rapport aux réformes, c'est un peu trop tôt. Vous voyez, c'est vrai que c'est bien, mais le Béninois n'est pas encore habitué à ça. Et je crois qu'avec le temps, le Bénin va commencer par s'habituer. Parce qu'il y a certaines choses qui ne se faisaient pas. Par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, il y a certaines choses qui ne se faisaient pas dans les administrations. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans les administrations, tu vas sentir qu'il y a un changement net. C'est vrai que nous sommes au départ. Nous sommes peut-être à 1 an ou bien à 2 ans. Mais avec les années qui restent à venir à travers ces années, je crois fermement que ces réformes seront vraiment appréciées par le peuple béninois. Et pour 2018, mon souhait est que le gouvernement puisse continuer dans cette lancée et enfin que les réformes qu'il a commencées puissent aller jusqu'au bout. Il ne faudrait pas qu'il soit découragé par certaines personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais je tiens à encourager le gouvernement pour qu'en 2018, ces réformes puissent aller jusqu'au bout. Je ne peux pas dire directement que ça va s'améliorer. C'est vrai. Il y avait un système qui était déjà en place. Donc, c'est normal qu'ils essayent d'aménager et de mettre certaines choses en route. Donc, je crois qu'avec les années qui sont passées, c'est certaines choses qu'ils ont déjà préparées, c'est des choses qu'ils ont déjà améliorées. Et je pense qu'à partir de 2018, il y aura beaucoup d'améliorations. Je vais vous garantir que 2017, pour moi, pour mon opinion personnelle, a été un début de, je dirais, saclage. Le pays en griffe a été saclé et je crois qu'en 2018, nous allons semer. Et certainement, quand nous allons semer, nous allons aussi commencer par récolter. Donc pour moi, ça a été une très bonne année avec les réformes. Pour moi, ça a été une très bonne année et j'espère que par la grâce de Dieu, ça va continuer en 2018 et que les citoyens que nous sommes, nous allons enfin, je dis bien enfin, jouir de ces différentes réformes qui ont été prônées au cours de cette année 2017. Ces réformes, pour moi, en tant que bénino-suisse, je pense qu'il n'y a rien d'étrange dans tout ce que le chef de l'État a comme réforme. Mais je pense que culturellement, nous aimons les raccourcis. Et c'est ce que le chef de l'État veut que nous évitons. Et c'est très difficile, ces changements, pour les Béninois qui ont l'habitude de vivre le quotidien. Je pense qu'il faut que nous oublions les raccourcis. Ce qui sera bon, il faut que nous aurons tous l'endurance. Et par rapport à ces réformes, quelles pourraient être les attentes des populations en 2018 au regard de la morosité économique qui s'observe dans tous les secteurs d'activité? Certains citoyens expriment leurs attentes ici. Vous avez dit de serrer les ceintures. Maintenant, on lui demande de desserrer les ceintures. Il n'a qu'à nous aider à desserrer les ceintures. Il n'a qu'à mettre un peu de l'argent dans les choses et ouvrir les circuits pour qu'on puisse trouver un peu. Le salaire, imaginez-vous, celui qui a 100 000, qui a une femme et qui est en location, qu'est-ce qu'il pourra faire avec 100 000? Qu'est-ce qu'il pourra faire avec 100 000? Là, il a un véhicule, on lui demande de payer 30 000. On monte tout, alors que le salaire n'est pas revu. Alors là, c'est grave. On souhaiterait tout simplement que l'année 2018 soit le meilleur pour tous les Béninois et pour nous, les promotrices de l'Institut de beauté, les artisans et tout. Parce que quand l'argent circule dans le pays, nous aussi, on est à l'aise, les gens viennent de penser, payer des trucs. Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour un Béninois de faire sortir 20 000 francs ou 30 000 francs pour venir au salon de beauté, pour faire les soins de visage, pour entretenir le corps. Vous voyez, il faut manger à sa faim d'abord avant de venir se faire plaisir. Et cette chose, ça nous touche tout le monde, quoi. Nous souhaiterons que l'année 2018, si le gouvernement peut regarder ou bien peut améliorer l'état de vie des Béninois. Bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent
les salaires, un peu de tout, que la vie est chère, quoi. Tout le monde se plaint partout dans le marché. Il n'y a pas de la vente. Vous voyez, je ne sais pas, le gouvernement même doit voir dedans pour voir ce qu'il peut faire pour nous, les artisans. Parce que pour payer le loyer, c'est difficile pour nous. Et tout ça est payé impôt. Il n'y a pas de travail. Fin du mois, le propriétaire va t'attendre. Il faut que tu paies. L'impôt aussi vient pour t'embêter. Voilà, il n'y a pas de vente. On va faire quoi avec tout ça? Où on va trouver de l'argent pour payer? Alors que les gens d'impôt et tout ça ne comprennent pas ça. Les propriétaires ne peuvent pas te comprendre que fin du mois, tu n'as rien fait. Il faut que tu te débrouilles. Franchement, nous souffrons beaucoup. Il faut quelqu'un de ce genre pour pouvoir changer le Bénin. Bien, certes, les réformes ont été vraiment précipitées. Et il a précipité du côté des réformes pour pouvoir amener beaucoup d'autres choses. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que moi je suis en train de constater aujourd'hui du côté du gouvernement n'est pas du tout mal. Mais de l'autre côté, si ce qu'il est en train de faire, c'est de faire ça pour pouvoir prendre le contrôle de l'autre côté de l'Assemblée, de toutes nos institutions, comme cela se dit, là ce serait grave, pire pour le Bénin. C'est-à-dire que la démocratie de notre pays va être bafouée, va être jetée par terre et jouée par le pied partout pour ne pas éviter, pour ne pas aller sur ce point. Je tiens quand même à demander au chef de l'État d'aller dans ce sens, surtout de préserver notre démocratie qui est un objet très précieux pour nous, qui est un sujet très précieux pour nous, que nous valorisons dans tout le monde entier. D'abord, juste s'il préserve déjà la démocratie, le respect de notre constitution, le respect des décisions de la justice, de la liberté de presse, la liberté d'expression dans notre pays, tout ce qu'il fera en dehors de ça, là, je vois qu'il aura le soutien du peuple. Hors des frontières béninoises, les stars du foot et sénateur Georges Weah a remporté avec 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle. Mardi au Libéria, contre 38,5% au vice-président Joseph Boakai, a annoncé la Commission électorale nationale, NEC, après le dépouillement de 98,1% des suffrages. Attaquant star de Monaco, du Paris Saint-Germain et du Milan AC dans les années 1990, Georges Weah doit succéder le 22 janvier à Ellen Johnson-Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique du pays, plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Cette légende du football, qui s'est vu décerner le Ballon d'Or le 26 décembre 1995, devient ainsi chef de l'État de son pays au terme du scrutin présidentiel du 26 décembre 2017. Ses partisans ont explosé de joie au Libéria après l'annonce de sa victoire au second tour de la présidentielle, un scrutin salué pour son déroulement pacifique. Maintenant, je suis très enthousiaste, je suis empli de joie parce qu'on a fait l'histoire. L'ambassadeur Weah, le véritable fils de notre sol, l'homme qui est aimé du peuple libérien, vient d'être désigné président élu du Libéria. Je remercie Dieu et je sais que Dieu le dirigera. Dieu lui donnera la sagesse et les connaissances et Dieu le guidera et le protégera. Attentat suicide au Nigeria, bilan 13 blessés et au moins 6 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat suicide imputé au groupe djihadiste Boko Haram dans une petite ville reculée de l'état de Borno, nord-est du Nigeria. Selon les informations de sous-sécurité, un kamikaze se faisant passer pour un vendeur de grains dans le marché d'Amarwa, un bourg à 20 km de Maïdougouri, s'est fait exploser vers 11h30, 10h30 GMT jeudi au milieu de la foule. Le kamikaze avait dissimulé son engin explosif dans un sac en plastique noir, proposant aux commerçants de leur vendre des stocks de grains, mais ceux-ci ont refusé. Ibrahim Liman, un commandant de la milice civile qui combattait Boko Haram aux côtés de l'armée, a confirmé ses propos. C'était la mi-journée quand la bombe a explosé dans notre village et tué 6 personnes et blessé une dizaine qui sont actuellement hospitalisées. Nous demandons au général des armées de renvoyer le tank de l'armée dans notre village où il était pour que notre population soit protégée et qu'elle puisse continuer ses activités de commerce.
En Tunisie, des lycéennes se mobilisent contre la discrimination au lieu de la blouse bleue marine réglementaire. Elles sont arrivées vêtues d'un t-shirt blanc en défiant les consignes de leur lycée qui n'imposent qu'aux filles de porter l'uniforme des Tunisiennes. Ces Tunisiennes clamaient la fin de la discrimination. Siwar a 18 ans et étudie au lycée pilote de Bizerte en Tunisie. Elle et ses camarades ont décidé de ne plus porter la blouse, pourtant réglementaire. Cet uniforme bleu, arrivant au bas du dos, est obligatoire pour les filles et les filles seulement. Elle demande donc un traitement égal. Notre problème, ce n'est pas le tablier en lui-même. Ce n'est pas ça le véritable problème. Ce que nous critiquons, ce sont les raisons pour lesquelles le tablier est porté par les filles uniquement. Si le tablier était imposé à tout le monde, il n'y aurait pas de critique. D'après les autorités, la blouse a pour but de gommer les inégalités sociales entre les élèves. Et refuser de la porter peut entraîner une expulsion. Mais de nombreuses jeunes filles la voient comme une hypocrisie, d'autant que la Constitution de 2014 stipule l'égalité homme-femme. Comme Siwar, elle se mobilise. Une campagne intitulée « Je ne la porterai pas en arabe » a vu le jour. C'est terrible le message que véhicule ça. Pour moi, c'est vraiment un message qui dit que le corps des femmes est à disposition des hommes. Et que donc il faut que leurs petits camarades soient tranquilles, qu'ils ne soient pas perturbés par le corps de ces jeunes filles. La Tunisie est considérée comme pionnière dans la région pour le droit des femmes. Et le discours officiel met en avant l'égalité des sexes. Mais la société reste parfois conservatrice et les autorités veulent inclure toutes les parties dans la transition actuelle. Il y a du mouvement, la société tunisienne est en train de changer, la mentalité des élèves est en train de changer aussi. Nous devons l'accepter et essayer de l'encadrer. Mais cet encadrement ne doit pas être assuré par nous uniquement en tant que délégation au ministère de l'Éducation. Il faut impliquer toutes les parties prenantes dans ce débat pour que les issues soient collectives et que les solutions puissent satisfaire tout le monde. La Tunisie a vécu une révolution en 2011 qui a mis fin à 23 ans de dictature. Mais pour Siwar et ses camarades, leur propre révolution ne fait que commencer. Au Kenya, la mortalité infantile et le mariage précoce préoccupent les dirigeants de ce pays. Pour faire face au problème, le gouvernement a initié des séances de sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Reportage. Parler de sexualité et découvrir les différents moyens de contraception, c'est l'objet de la discussion aujourd'hui. Ici, dans le nord-est du Kenya, les habitants ne sont guère habitués à avoir ce type de conversation. Dans la région de Wajir, seuls 2% de la population utilise des moyens contraceptifs, contre une moyenne nationale de 58%. Ces femmes d'origine somalie sont souvent mariées avant 18 ans et connaissent des grossesses précoces qui peuvent entraîner des soucis de santé. J'ai commencé à utiliser le planning familial pour être en meilleure santé et pour que mes enfants soient en meilleure santé. Avant d'espacer mes enfants, j'étais très malade. Au début de ma grossesse, je ressentais des douleurs aiguës et pendant l'accouchement aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Si Safia va mieux aujourd'hui, c'est grâce au programme de sensibilisation lancé en 2014 par l'ONG britannique Save the Children en collaboration avec le gouvernement kényan. Nous les sensibilisons à l'importance du planning familial, à l'importance d'espacer les enfants, aux effets néfastes des mariages précoces et aussi aux conséquences de l'excision. Un véritable défi car dans la culture somalie, une grande famille est symbole de richesse. Ici, une femme donne naissance en moyenne à 8 enfants. Historiquement, dans la culture africaine, les gens ont plusieurs femmes et ils ont de nombreux enfants. Donc ils voient cela comme une idée venue d'Occident, une idée venue de l'étranger visant à limiter leur nombre pour mieux les coloniser. Le programme s'est aussi heurté aux croyances religieuses des habitants, nombreux à penser que le planning familial est proscrit par l'islam. Pour faire face à toutes ces réticences, l'ONG a sollicité l'aide des influents chefs religieux. Chaque semaine, des formations leur sont données et ils vont ensuite répandre la bonne parole dans les villages. Après plusieurs semaines de réflexion et après avoir reçu la bénédiction de son mari, Fatouma a ainsi décidé de se faire poser un implant contraceptif. C'est une décision personnelle d'utiliser le planning familial. Et vu que ma religion l'accepte, eh bien je vais l'utiliser.
Comme Fatouma, plus de 3000 femmes ont débuté un planning familial au premier trimestre de cette année. Elles étaient moins de 1400 un an plus tôt. En 2 ans, les résultats du programme de Save the Children sont très encourageants. Au moins 15 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans un incendie dans un bâtiment de Bombay sur le toit duquel une fête avait lieu, a annoncé la police. Le feu a débuté peu après minuit dans un restaurant du dernier étage avant de se propager rapidement à 2 bars situés à proximité, ravageant tout le bâtiment en une demi-heure selon divers médias. La plupart des victimes sont des femmes qui participaient à la fête dans le restaurant, a indiqué le bureau de gestion des catastrophes de la capitale financière indienne. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.